Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. La joueuse de tennis chinoise Peng Shuai sort du silence 3 mois après sa disparition. C'est au journal L'Équipe qu'elle a accordé un entretien. On en parlera avec le directeur de la rédaction. Spotify retire des épisodes du podcast controversé de Joe Rogan. Et puis une nouvelle superproduction européenne pour France Télévisions. La série sur Léonard de Vinci débarque ce soir sur France 2. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Eh bien, un classique classement 1, 2, 3, Philippe. En première place TF1 large leader avec Alibi.com, la comédie de Philippe Lachaud, avec Philippe Lachaud aussi, a réuni 4 723 000 téléspectateurs. C'était 22,4% de part d'audience. En deuxième place, la comédie avec Catherine Deneuve sur France 2, Fête de famille, a réuni 3 200 000 téléspectateurs. C'était 15% de part d'audience. Et en troisième place, France 3 avec les enquêtes de Morse, 2 191 000 téléspectateurs. C'était 10,2% de part d'audience. Et puis à noter aussi un carton pour le tournoi des 6 nations hier à 16h sur France 2. 5 860 000 téléspectateurs. C'était 40,4% de part d'audience. Un score à la ORTF. Et puis comme tous les lundis, on va revenir sur les audiences du week-end. J'ai vu les chiffres de vendredi soir et c'est hallucinant. France 2 a fait quasiment le triple de TF1, le quadruple d'M6 et le quintuple de France 3. Absolument Philippe, carton plein pour Menace sur Kermadec sur France 2. Le téléfilm porté par Claire Keim a réuni pas moins de 6 300 000 téléspectateurs. C'est vraiment un très bon score, 31% de part d'audience. Et c'est même un record pour une fiction depuis le début de l'année 2022. Vous le disiez, TF1 était loin derrière avec 2 600 000 téléspectateurs pour Ninja Warrior. C'est près d'1 million de personnes de moins que le dernier épisode. Encore plus loin derrière, M6 a réuni 1 400 000 téléspectateurs pour Patron Incognito. C'est la première fois que cette chaîne proposait son émission un vendredi au lieu du lundi. Et avec cet épisode, M6 a tout de même touché 16,2% des femmes de moins de 50 ans. Sa cible. Et de son côté, France 3 n'a attiré que 1 280 000 Français avec la soirée Symphonie pour la vie, animée par Faustine Bollard et Gauthier Capuçon. Et puis le samedi soir, qu'ont regardé surtout les Français à la télé. Eh bien samedi soir, France 3 s'est rattrapée. La chaîne était en tête des audiences grâce à un épisode inédit de Police de caractère avec Clémentine Célarié. 3 830 000 Français ont répondu présent. En deuxième place, c'était TF1 avec Une famille en or. 2 870 000 téléspectateurs. L'émission animée par Camille Combal était aussi leader sur cible en attirant 34% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et puis en troisième place, France 2, Les enfants de la télé de Laurent Ruquier, a attiré 2 160 000 personnes, soit 12% du public devant sa télé. Culture Média. Et on ouvre ce journal avec un entretien étonnant. La joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, disparue depuis 3 mois, a accordé une interview, une seule, et elle a choisi le journal français L'Équipe. Et oui, en novembre dernier, cette sportive avait accusé de viol un ancien dirigeant chinois sur les réseaux sociaux. Son message avait été rapidement supprimé et depuis, la joueuse était portée disparue. À l'époque, le journal L'Équipe avait publié une choc avec une photo de la sportive avec en titre la question « Où ?» et Peng Shuai. Elle était ensuite simplement réapparue sur une photo non authentifiée d'un média chinois. Aujourd'hui, le journal L'Équipe consacre sa une à l'entretien exclusif que les journalistes Sophie Dorgan et Marc Ventouillac ont obtenu avec Peng Shuai. Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction, nous explique comment ils ont obtenu cette interview. La délégation de l'équipe est partie à Pékin. On a fait une demande d'interview auprès du comité olympique chinois en demandant si on pouvait avoir une interview avec Peng Shuai. Ils n'y croyaient pas tellement et puis finalement, ils sont revenus vers nous pour nous dire qu'ils étaient d'accord. Si c'était dans le cadre d'un entretien, question-réponse, et nous, on leur a dit, nous, on veut bien, à condition aussi que, de leur côté, ils ne demandent pas une relecture de l'entretien. Et moi, je pense ils voulaient plutôt un média de presse écrite, et quelque part, un média qui pourrait donner suffisamment d'espace, voilà. Je pense qu'on est considéré comme un média sérieux, voire très sérieux par le CIO. Je crois que les autres médias n'ont pas bien fait cette démarche d'une demande d'interview, et donc peut-être qu'on a aussi occupé un espace qui n'avait pas été occupé par d'autres médias. Dans les pages du quotidien, la joueuse a évoqué, je cite, un énorme malentendu. Elle assure n'avoir jamais dit que quiconque lui avait fait subir une quelconque agression sexuelle et explique que sa vie n'a pas changé. Elle a également évoqué des difficultés de santé qui compromettraient sa carrière. Jérôme Casadieu nous raconte quelle a été l'impression de la journaliste face aux propos de Peng Shuai. C'est un entretien, c'est un exercice particulier puisque vous voyez quelqu'un dont vous savez qu'elle n'a pas la liberté de circulation, la liberté d'expression, et vous lui posez des questions où parfois c'est très compliqué pour elle de répondre. Donc je dirais qu'elle a perçu dans son langage corporel, dans ses regards, à la fois des moments où elle s'est un peu éteinte, voilà. Je pense notamment à chaque fois qu'on a posé des questions sur l'affaire, et des moments où elle était
très chaleureuse, quasiment dans une forme d'appel, voilà, notamment au travers du regard, au travers de ces merci qu'elle donne à la fin. Elle a ressenti une solidarité vis-à-vis de cette femme qui est quand même venue, je vous le dis, voilà, en voulant montrer qu'elle est encore une femme, qu'elle a une forme de liberté contrainte, mais que voilà, elle est encore là, quoi. Ce matin sur Twitter, la journaliste Sophie Dorgan a partagé l'article en commentant, je cite, « Juste un mot, un seul, je pense fort à Peng Shuai ». Fin de citation. Dans l'actualité également, une polémique dont on a déjà parlé ici dans le journal et dans la chronique des télescopages de Bruno Donnet. Polémique qui continue de faire parler. Spotify retire des épisodes du podcast controversé de Joe Rogan. Et oui, depuis quelques semaines, cet animateur américain est accusé par des personnalités comme Neil Young de propager de fausses informations sur le virus à travers son podcast qui compte 11 millions d'écoutes chaque jour. C'est même le podcast le plus écouté au monde. Face à l'inaction de Spotify, Neil Young avait même décidé de retirer tous ses titres de la plateforme. La semaine dernière, on vous en parlait, le géant du streaming avait finalement annoncé une série de mesures pour lutter contre la désinformation. Mais ce week-end, le New York Times a constaté que Spotify avait retiré discrètement pas moins de 70 épisodes de ce podcast sans communiquer sur le sujet. La plateforme suédoise n'a d'ailleurs pas souhaité répondre aux sollicitations de l'AFP. Un tri qui fait suite à d'autres polémiques de ce podcast en plus des questions sanitaires. Joe Rogan est également décrié pour ses propos racistes. Samedi, il a présenté ses excuses dans une vidéo postée sur Instagram, notamment sur l'utilisation du mot nègre au cours des dernières années dans ses émissions. On vient en France cette fois avec Le Parisien qui dévoile un classement des livres les plus vendus signés de personnalités de la télé. Tatiana da Silva, Christophe Beaugrand, Lilia Hassen, Cyril Hanouna, Chris Marquez, Antoine Decaune. Beaucoup de personnalités de la télé ont publié des livres cette année. Et ce week-end, Le Parisien a publié un classement de vente de ses ouvrages. En tête, c'est Christophe Beaugrand qui a vendu 18 000 exemplaires de son livre Fils à papa, dans lequel il raconte son combat pour devenir père via une gestation pour autrui. Le Figaro constate néanmoins que loin devant Christophe Beaugrand, c'est Lilia Hassen, la chroniqueuse de Quotidien, qui caracole en tête des ventes avec son deuxième roman Soleil amer, publié chez Gallimard et qui s'est vendu à près de 40 000 exemplaires. Derrière, on trouve Thierry Beccaro qui compte 14 000 ventes avec Ma résilience à moi, un récit dans lequel il se confie sur son enfance difficile. De son côté, Cyril Hanouna n'a écoulé que 7 850 exemplaires de son livre, intitulé Ce que m'ont dit les Français. Et Chris Marquez n'a pas dépassé la barre des 3 000 exemplaires avec sa biographie Si seulement vous saviez, qui n'a intéressé que 2 360 lecteurs. Ou lectrices. On termine ce journal des médias avec le lancement ce soir sur France 2 d'une série consacrée à, je vais arriver à le dire, Léonard de Vinci. Et oui, la série Leonardo nous plonge dans le Florence du XVIe siècle. Le scénario est surtout inspiré de la relation qu'entretenait Léonard de Vinci avec une courtisane, Caterina da Cremona. Pour donner à l'intrigue une allure de thriller, le synopsis imagine la disparition fictive de cette femme qui va déboucher sur l'arrestation du peintre qui est incarné par Aidan Turner. Cette série coproduite par France Télévisions et la RAI italienne a déjà connu un beau succès en Italie. Selon Manuel Alduy, le directeur du cinéma et du développement international de France Télévisions, aucune raison que Leonardo ne plaise pas également au public français. Léonard de Vinci, c'est quand même un personnage qui est aussi dans notre histoire française. On pense qu'il a une notoriété auprès du grand public, de tous âges, très très importante. Et les deux créateurs de la série, Frank Spotnik et Steve Thompson, se sont documentés aux meilleures sources pour imaginer une histoire très originale, pour mieux explorer l'intimité du génie, sa curiosité pour les arts et les sciences. Les créateurs ont développé, je pense, une série qui mêle une intrigue à rebondissement, la fiction et la réalité, du suspense et la création artistique dans un cadre de production assez somptueux. Une super production internationale qui s'inscrit dans la stratégie d'alliance de France Télévisions et qui permet à la série de disposer de moyens phénoménaux. C'est ce que nous explique Manuel Alduy. Notre stratégie d'alliance internationale, elle vise à enrichir la programmation du service public avec des coproductions de séries européennes qui sont ambitieuses dans leurs moyens, dans leur narration, dans leur talent. Et par exemple, Leonardo, c'est une série qui a mobilisé 3000 personnes pendant plus de 2000 heures de production, qui a nécessité la construction pendant 5 mois d'un site complet de 20 000 m² de décor pour reconstituer Florence ou Milan. Pour voir le résultat de ces 2000 heures de production, rendez-vous ce soir à 21h10 sur France 2. La série en 8 épisodes de 50 minutes sera également disponible en intégralité sur France.tv. Merci beaucoup Héloïse Goua. Et puis j'ai gardé pour la fin l'information principale de ce journal, la naissance du petit Pio vendredi à l'heure de l'Access Prime Time. Toute l'équipe de Culture Média embrasse la maman Louise Bernard qui nous écoute. Et tout de suite, une première réaction.
C'est vraiment sa voix. Longue vie à Pio. On salue cet auditeur supplémentaire. La bise aux parents et surtout au papa Romain qui doit être crevé. Non, je déconne. À demain, Héloïse, pour un nouveau journal des médias.